Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, après des années de tension, le rapprochement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se concrétise. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame multiplient les rencontres. La plus récente a eu lieu ce samedi à Goma. 3 accords commerciaux ont été signés par les deux chefs d'État. Le Soudan poursuit sa politique d'austérité. Englué dans une profonde crise économique, le pays a décidé de réduire ses dépenses publiques pour faire des économies, mais également réinvestir dans les prestations sociales. Et l'Afrique face au Covid-19, les chiffres sont sans équivoque. La 3e vague épidémique se propage plus vite et est plus grave. Face à la pénurie de vaccins, les pays africains se lancent dans la production locale de vaccins contre le virus. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, un couvre-feu a été déclaré ce dimanche soir à Beni, dans la province du Nord Kivu, suite aux 2 attentats à la bombe survenus dans la ville ce 27 juin. Une bombe artisanale a explosé dimanche matin, faisant 2 blessés dans une église de la ville. Et dans la soirée, un individu non identifié s'est fait exploser devant un bar à une centaine de mètres d'une mosquée dans la commune de Rwenzori. Des attaques qui ont fait un mort et plusieurs blessés selon les autorités de la ville de Beni, où sévit le groupe armé ougandais ADF, affilié aux djihadistes de l'État islamique selon les États-Unis. La République démocratique du Congo, qui pose des actes concrets dans la normalisation de ses relations avec son voisin, le Rwanda. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont retrouvés ce samedi 26 juin dans la ville de Goma, à l'est de la RDC. Rencontre au cours de laquelle les deux dirigeants ont procédé à la signature de 3 accords commerciaux. L'important notamment sur l'exploitation de l'or en vue d'en assurer la traçabilité. Les détails avec Aïssa Toubari. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le temps est à la réconciliation. Les deux pays ont signé 3 accords commerciaux. Selon un communiqué de la présidence congolaise, la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et une rwandaise, Diter Ltd, vont se partager l'exploitation de l'or afin de priver les groupes armés des revenus issus de cette filière. Il y aura complémentarité entre les deux sociétés qui vont donc contrôler la chaîne des valeurs à partir de l'extraction par les 2 sociétés congolaises rwandaises. Les groupes armés qui tirent leurs revenus pour financer la guerre avec de l'or ne pourront plus se permettre d'exploiter ou de revendre auprès des acheteurs sur les marchés internationaux. Le 2e accord porte sur la promotion et la protection des investissements et le 3e est une convention en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts et de revenus. Cette nouvelle coopération n'est qu'au début. D'autres accords de partenariat ne vont pas tarder à se mettre en place, selon le président congolais Félix Tshisekedi. Je crois que les 2 présidents ont finalement trouvé la plateforme qu'il faut pour être en mesure de se regarder droit dans les yeux et d'avoir honte du passé pour être en mesure de dire faisons les choses différemment pour des résultats durables. En ce qui concerne les 2 pays, et particulièrement les hommes d'affaires des 2 pays, il devient de plus en plus possible d'envisager de travailler ensemble pour créer de la richesse dans tous les secteurs, en commençant par le secteur minier qui intéresse beaucoup le Rwanda, le secteur agricole qui intéresse les 2 parties, mais également le commerce extérieur, parce que je pense que lorsque vous êtes à Goma, vous êtes à 2000 km de Kinshasa, il est peut-être plus facile d'avoir la plateforme de Kigali plutôt que celle de Kinshasa. Et donc si tout cela est pris globalement, il y a moyen de faire trouver de l'intérêt de part et d'autre. Pour sa part, le Rwanda s'engage à consentir des efforts en collaboration avec la RDC dans le respect de sa souveraineté. Pour rappel, les relations entre la RDC et le Rwanda ont toujours été difficiles. Durant les 2 guerres qu'a connues le pays entre 1996-1997 et 1998-2003, qui a impliqué plusieurs milices, notamment rwandaises, la RDC a régulièrement accusé son voisin de déstabiliser sa partie orientale en soutenant des groupes armés. Les pays de la CEMAC face aux enjeux de l'intégration régionale. Le Cameroun et le Congo-Brazzaville entendent renforcer les projets intégrateurs entre leurs 2 nations. L'ambassadeur du Congo au Cameroun, Valentin Olesongo, a été reçu par le président camerounais Paul Biya ce 25 juin à cet effet. Les détails avec Nathalie Moore.
Arrivé en fin de séjour au Cameroun, l'ambassadeur de la République du Congo, Valentin Olesongo, a effectué une visite au Palais de l'Unité. La rencontre avec le président camerounais Paul Biya de ce 25 juin 2021 portait sur l'évaluation de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le Cameroun et la République du Congo ont présenté l'avancée des projets intégrateurs dans lesquels ils sont tous les deux engagés. Avec le président, l'occasion était belle pour faire le tour d'horizon d'un certain nombre de projets d'intégration au niveau de l'Afrique centrale. Et le président m'a chargé de transmettre auprès de son frère et ami sa détermination sur la réalisation de ces projets qui sont des projets qui pourraient éventuellement intéresser leurs peuples respectifs. Le Cameroun et la République du Congo, de bons élèves de l'intégration régionale en Afrique centrale. L'ambassadeur congolais Valentin Olesongo a salué la facilitation de la communication entre les deux pays, rendue possible par l'axe routier Yaoundé-Brazzaville, long d'environ 1570 km. Autre partenariat fructueux entre le Cameroun et le Congo, l'Université Inter-État de Saint-Mélima au sud du Cameroun, qui accueille à ce jour environ 200 étudiants congolais. Aujourd'hui, les Camerounais se rendent au Congo et les Congolais viennent au Cameroun. Donc voilà un exemple vraiment d'intégration et qui est en même temps une volonté des deux chefs d'État. Mais on peut prendre aussi l'Université Inter-État, où il y a des jeunes Congolais, ils sont au nombre de près de 200, qui sont déjà à Saint-Mélima et qui, d'après ce que nous avons reçu comme information, qui sont au très haut niveau. L'audience du diplomate congolais à la présidence camerounaise visait également à l'évaluation de l'avancée du projet conjoint d'exploitation du fer de Mbalam-Nabeba, un projet relancé par les deux États le 31 mai 2021. À noter que le Cameroun et le Congo entendent construire une voie ferrée reliant le port autonome de Kribi en passant par Nabeba et Mbalam. Le Soudan, qui fait face à des difficultés économiques persistantes, va réduire ses dépenses publiques. Le coût des missions à l'étranger sera réduit de 50% et la consommation en carburant des véhicules du gouvernement de 20%. Des économies qui permettront, selon les autorités, de financer des programmes sociaux en faveur des populations les plus démunies. Les précisions de Nathalie Moore. Le train de vie de l'État sera revu à la baisse au Soudan. La réduction des dépenses publiques a été décidée le 26 juin 2021 par le gouvernement. Le Soudan réduira de 50% les coûts des voyages officiels à l'étranger, de 20% les quotas de carburant pour les véhicules gouvernementaux et restreindra de 25% les budgets des ambassades, entre autres mesures. À partir de juillet 2021, ces actions vont permettre de faire face aux difficultés économiques que connaît le pays. C'est assez intéressant de la part de ce pays et c'est une idée assez stratégique et assez innovante afin vraiment d'avoir des dépenses publiques qui soient bien gérées et qui aussi soient efficientes. En faisant des économies sur les dépenses publiques, le Soudan souhaite investir dans des actions sociales. Les autorités veulent faire passer de 3 millions à 15 millions le nombre de bénéficiaires du projet de soutien familial appelé Tamarat. Aussi, le gouvernement versera une subvention mensuelle de 10 milliards de livres à tous les travailleurs de l'État non soumis à l'impôt dès le 1er juillet 2021. Pour ma part, je pense que c'est une bonne idée que le Soudan souhaite mettre en place une réduction des dépenses publiques. Ça va leur permettre de mieux gérer les déficits et ça va surtout leur permettre de débloquer un montant suffisant pour réorienter ces dépenses vers des dépenses non pas de fonctionnement mais des dépenses d'utilité et surtout des dépenses qui vont viser à réduire les inégalités sociales. Le Soudan verse des allocations mensuelles en espèces à ses familles pour atténuer les difficultés économiques dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale. Une série de mesures consécutives à un communiqué du Fonds monétaire international sur un possible allègement global de la dette de plus de 50 milliards de dollars du pays. Également dans l'actualité, face à la troisième vague de la pandémie de Covid-19 qui frappe de plein fouet l'Afrique du Sud, les autorités ont décidé d'imposer de nouvelles restrictions pour limiter sa propagation. La circulation du variant indien Delta inquiète, il sera bientôt dominant
en Afrique du Sud. S'exprimant à la télévision nationale ce dimanche soir, le président Cyril Ramaphosa a prévenu que le pays pourrait connaître sa plus grave crise épidémique comparée aux deux précédentes. Le président Ramaphosa, dont la campagne vaccinale a été vivement critiquée par l'opposition pour son manque d'efficacité, a appelé ses concitoyens à se mobiliser. Actuellement, seulement 4% de la population a été vaccinée. Le vaccin russe Sputnik V est en cours d'étude en Afrique du Sud. Il a également annoncé l'arrivée d'1,4 million de doses supplémentaires du vaccin Pfizer. Près de 18 000 personnes sont contaminées par jour et environ 60 000 décèdent en Afrique du Sud. En effet, cette troisième vague de la pandémie entamée en mai dernier s'avère bien plus virulente que les deux précédentes et intervient alors que le continent fait face à une pénurie de vaccins. Une situation qui pousse les pays africains à s'engager dans la production de molécules vaccinales, à l'instar de l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Nathalie Mo. Dans son point hebdomadaire sur la riposte à la pandémie de Covid-19 de ce 24 juin 2021, le CDC Africa a annoncé la production de vaccins sur le continent. En collaboration avec la Chine, l'Égypte a lancé la production du Sinovac le 15 juin 2021. Les pays africains ont à cœur de prendre eux-mêmes en charge l'immunisation de leur population contre le Covid-19. C'est notamment le cas du Sénégal qui prévoit pour le 7 janvier 2022 la production de molécules vaccinales. Il est très encourageant de savoir que dès 2022, le Sénégal va produire des vaccins contre le Covid-19. Cette information, couplée à celle concernant l'Égypte, sont satisfaisantes du point de vue du CDC Africa. Tout cela pourra être intégré à la stratégie continentale de vaccination contre le Covid-19. Dans le but d'augmenter l'accès aux vaccins contre le coronavirus en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé va mettre en place un hub de production de molécules vaccinales sur le continent dans 9 à 12 mois en Afrique du Sud. Pays le plus touché par le Covid-19, l'Afrique du Sud fait face à la lenteur du déploiement des vaccins, marquée par des retards de livraison, entre autres. En Afrique, 1,1% de la population seulement a reçu toutes les doses de vaccins. Nous espérons qu'en août, la carence en vaccins observée sur le continent sera derrière nous et que nous pourrons enfin acheminer des doses dans des pays qui n'en ont pas encore reçu jusqu'ici. L'Afrique est désormais au cœur de la troisième vague de la pandémie de Covid-19. Les données du CDC Africa informent que 20 pays connaissent actuellement ce stade de la maladie. Un constat qui suscite le pessimisme du CDC Africa. L'organisation a indiqué que l'Afrique est en train de perdre la bataille contre la poussée du coronavirus. Les efforts du gouvernement en termes de protection des forêts portent ses fruits au Gabon. Le pays va être récompensé pour ses engagements à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA. Ce financement accordé par la Norvège sera décaissé via l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Samantha Sabero. Grâce à la conservation de ces forêts, le Gabon a été récompensé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par la Norvège. Le financement a été accordé dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, gérée par les Nations Unies. Selon le journal Le Monde, cette enveloppe est la contrepartie du carbone supplémentaire séquestré entre 2016 et 2017 grâce aux mesures mises en œuvre au Gabon dans le but de lutter contre la déforestation. Ce sont environ 3,4 millions de tonnes de ce carbone qui ont été séquestrés par le Gabon au cours de cette période. Le gouvernement norvégien est un acteur majeur engagé dans la protection du climat, de la biodiversité et en particulier dans la préservation des forêts. D'où l'appui au Gabon pour aider le Gabon et l'accompagner dans la protection de la forêt. Face à la vitesse de disparition de la forêt et en réponse à une urgence, la Norvège alloue plus de 300 millions d'euros chaque année pour la protection de la forêt. Les fonds accordés au Gabon serviront à financer la recherche scientifique, la promotion et la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des forêts. Selon la CAFI, ils seront également utilisés pour préserver les zones protégées et renforcer les capacités au niveau du gouvernement. Il faut protéger la forêt, il faut la décimer pour vivre. Donc le Gabon est dans cette équation-là et doit faire face à des pays qui ont un grand potentiel forestier, comme tous les pays qui
bordent l'Amazonie en Amérique latine. Mais le Gabon a fait beaucoup d'efforts ces dernières années dans la protection de son écosystème forestier face à une grande agressivité dans la destruction de la forêt. Mais le Gabon pourrait faire mieux avec des accompagnements comme celui de la Norvège et comme celui de bien d'autres pays qui ont le souci de protéger l'écosystème forestier. Rappelons que depuis plusieurs années, le Gabon est engagé dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, ce qui s'est traduit entre autres par l'adoption de multiples réformes pour la protection de ces forêts, notamment l'interdiction d'exportation des grumes prise en 2009 par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.